Salut, je m'appelle Marie-Ève Perron. Je suis comédienne, autrice. Je fais toutes sortes de patentes, en fait. Si je me suis placée derrière un micro aujourd'hui, c'est parce que mon père est mort en 2016. Bon, je suis consciente que c'est un peu rough comme partage d'infos de départ, mais c'est vraiment de là que tout part. Ça, là, ce projet-là, ici. Parce que dans l'avant, le pendant puis l'après de toute cette expérience-là, de la mort de mon père, ça a été comme une ride de manège plate. Ou une ride que t'es pas préparé pour, alors que tu pensais que oui. D'abord parce que mon père était atteint d'une maladie dégénérative. Fait que on savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, que la fin était inévitable. De fait, au fil de mes 6 années d'accompagnement auprès de lui, je pensais que je me faisais lentement mais sûrement à l'idée de sa mort. Je pensais même que ça allait peut-être me prémunir d'une certaine peine, une fois lui parti. Mais, surprise! C'est pas comme ça que ça s'est passé. Non. Tout du long, ça a été le festival de la découverte déconcertante. Salon funéraire, paperasse administrative, multiples achats, multiples signatures, succession, notaire, name it. J'étais zéro préparée. Je gérais tout ça comme je pouvais en répétant des « oui, ça va aller », mais dans le fond, je comprenais fuck all ce que je vivais. Puis quand tout ce brouhaha-là s'est essoufflé, je me suis retrouvée avec un nouveau statut, celui de l'endeuillé. Une autre affaire que je savais pas c'était quoi. J'allais au bout de mes journées en me sentant continuellement décalée avec la réalité, comme un pied en dedans, un pied en dehors. Un jour, mon père était là. Le lendemain, il n'y était plus et tout continua, comme si de rien. Je peux me retrouver traversée par 1000 émotions contraires dans une seule minute. De la peine, de la colère, du découragement. Et puis, je savais pas comment parler de tout ça. Je me suis mise à redouter de plus en plus les inévitables malaises après la phrase « Mon père est mort ». Mon malaise comme celui de mon interlocuteur. Ça a été comme une claque de réaliser, de prendre conscience que la mort était encore à ce point tabou. À quel point on avait du mal à en parler, à quel point c'était cristallisé sur elle de la peur, puis qu'à force de silence puis de non-dit, il semblait qu'on se retrouvait visiblement mal outillé pour y faire face. Alors qu'on le sait pourtant qu'elle est inévitable, que ça fait partie du contrat de vivre, mourir. Fait que c'était ça qu'on s'était attelé, ici. Essayer de sortir du flou. Aller explorer la mort, le deuil, à travers différents angles, différentes thématiques. Aller à la rencontre de spécialistes, de gens qui œuvrent dans le domaine, de monde comme toi puis moi qui ont traversé ça de près ou de loin. C'est une boîte à outils. Chaque épisode cherche à approfondir un thème. Il n'y a pas d'ordre dans l'écoute. Vous allez là où bon vous semble. Dans tous les cas, merci d'être là. Ici, on plonge dans l'univers des tabous qui entourent la mort. Il y a 2 sortes de tabous. On va le dire vite comme ça, parce que les gens ont besoin qu'on casse des affaires. Elle, c'est Luce Desaulniers. D'abord, un tabou, c'est quelque chose qui est interdit. Mm-hmm. Pourquoi c'est interdit de le dire? Parce qu'il y a des interdits généraux de conduite, comme par exemple pas manger, faire le jeûne. Mais le tabou, c'est devenu dans nos sociétés plus quelque chose qu'il ne faut pas dire. Ouais. C'est sur l'expression, généralement l'expression orale, parce qu'on est très axé sur le blablabla. Ça date de 2018. C'était notre première rencontre. C'est quand même le tabou, ça date de 40 000 ans, fait que c'est pas grave, ça peut toffer la ronde. À l'époque, j'étais en pleine création de mon dernier spectacle solo, De ta force de vivre, puis je voulais rencontrer des spécialistes dans le domaine du deuil puis de la mort. Et les internets m'ont menée à elle. Parce qu'en termes de savoir, en ce qui a trait à la mort et au deuil, Luce, elle donne pas sa place. Genre, docteur d'État en anthropologie, fondatrice du champ des études interdisciplinaires sur la mort, professeure émérite au département de communication sociale et publique de l'UQAM, membre du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie, membre de l'Institut Santé sociale. Des livres puis des tonnes d'articles de publiés. Ses travaux portent donc majoritairement sur les rapports humains devant la mort et ils sont reconnus partout pour leur caractère novateur. Bon, voilà. Dans le fond, je reprends ça.
Non, mais ça me tentait qu'on commence Sais-tu avec quand ça. est-ce que j'ai retrouvé ça? J'ai retrouvé ça. Je lui avais envoyé un mail où je lui disais grosso modo que moi, je voulais démonter les tabous autour de la mort. Elle m'avait répondu quelques jours plus tard qu'elle acceptait de me rencontrer tout en me suggérant de me calmer mes petits nerfs de wannabe détabouiseuse de la mort. Parce que c'était possible que je découvre que le tabou était une bébite pas mal moins méchante que ce que je pouvais présumer. La mort est encore tabou aujourd'hui. On ne sait pas comment l'aborder. Mais c'est pas qu'elle est encore. C'est qu'il y a toujours une part de la mort qui est forcément... Parce que c'est la mort, qui a ses propres lois, qui a sa propre logique, qui est complètement en dehors du contrôle. C'est puissant, la mort. Là. C'est en dehors de notre contrôle. Là. Ben, il y a quelque chose qui est forcément... qui reste mystérieux. Puis de ce fait-là, il y a une partie de la mort qui est tabou. Tout simplement, la réalité de l'insondable, la profondeur, l'inconnu de la mort, tu peux pas prétendre, même si tu peux jouer sur la façon dont ça survient, si tu peux composer avec les effets de la mort sur les individus tout le long de notre vie, puis à la fin de la vie, si tu peux faire ça, mais la mort comme telle, c'est pour ça que je me dis, le tabou de la mort, c'est pas tant le tabou de la mort, c'est le tabou des morts, des endeuillés. Et la beauté du tabou, lorsqu'on le fouille, c'est que c'est le premier code oral, c'est-à-dire non écrit de l'histoire de l'humanité, qui existait bien avant les dieux, bien avant les religions. Et pourquoi? Parce qu'il fallait trouver une façon d'organiser la vie en société avec des formes de règles, des façons de se tenir les uns avec les autres, de dire, de pas dire, de faire, de pas faire. Donc, c'est une valorisation du principe de restriction. Ce qui fait que de nos jours, c'est sûr qu'on n'aime pas ça, le tabou, parce qu'on ne voit que la dimension frustrante du tabou, alors qu'un tabou, c'est comme un butoir qui nous permet de délimiter et de nous rassurer, savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, dans sa base. Mm-hmm. Il permet de nous délimiter. Par nous délimitant, ben, on sait où se gouverner, puis on est peut-être d'une certaine façon plus libre aussi. Un tabou, c'est comme un frein à notre fantasme de tout voir, de tout savoir, fameux infolisme dans lequel on est plongé quotidiennement. Tout connaître, tout percer, tout démystériser. Il ne s'agit pas de mystériser à outrance non plus, mais c'est comme l'importance de tenir en quelque part des zones d'ombre, parce que d'avoir des zones d'ombre, ça nous permet aussi d'apprécier quand c'est clair. Mm-hmm. Mais oui, complètement. Alors, je comprends. Voilà. Est-ce que je peux te poser des questions sur un sujet? Oui. Ouais. Est-ce que je peux te poser des questions sur le sujet de la mort? Non. Non? J'ai vraiment pas envie, ça me fait de la peine. Ah, comment ça te fait de la peine, mon Et cœur? j'aime pas quand il y a de la mort. À cause de quoi? J'en sais rien. Pour toi, ça veut dire quoi, la mort? Ça veut dire que personne vit. Puis toi, tu trouves ça triste? Oui. À cause de quoi? J'en sais rien. OK. Est-ce que tu penses qu'on continue à vivre, mais autrement? Oui, mais j'ai pas envie pour de vrai. OK. C'est parce que maman a fait un projet sur la mort. Et j'avais envie de t'entendre à savoir comment tu voyais ça, toi. Je sais pas. OK. On se reprendra une autre fois, peut-être. Un autre sujet. Un autre sujet. Fait que ça, Laurence, en gros, c'est la fois où on a traumatisé ton enfant parce qu'on pensait que c'était une bonne idée de lui poser des questions sur la mort. Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Un autre sujet, maman. Je me trouve tellement fatigante. Elle, c'est Laurence Régnier, une précieuse partner de création. En tout cas, en ce moment, il y a 6 ans, là, il pète le feu, puis il m'a jamais reparlé de cette fameuse conversation-là. C'est une brillante touche-à-tout avec un cerveau multifonction qui a toujours des idées qui sortent du commun. C'est un moteur de création sans fin. Moi, ça me donnait envie d'aller à la rencontre de ma grande amie, Camille Lorrain-Desjardins, parce qu'elle, sans le savoir, elle a expérimenté le concept du tabou qui protège. Ça fait 18 ans qu'on est amis, Camille et moi. On s'est trouvés quelque part au cégep, là, alors qu'on étudiait en théâtre, puis qu'on voulait changer le monde. Et depuis, c'est devenu comme une sœur, presque. Camille et son frère, Maxime,
ont vécu avec un père journaliste qui couvrait l'actualité en zone de guerre. Presque toute leur vie, elles ont vu Sylvain, leur père, refermer la porte de bois de la maison du bord du fleuve de Repentigny avec cette idée-là bien ancrée que peut-être ils n'allaient plus jamais le revoir vivant. Puis ça, Danielle, leur mère, ça lui a jamais rentré dans la tête de faire vivre ça à sa famille, bien malgré elle. Promets-moi que tu reviendras vivant, ces reporters qui vont à la guerre. C'est un livre que Danielle a publié en 2010, puis avec lequel elle a tenté de répondre à la grande question « Le meilleur reportage, vaut-il la mort d'un journaliste? » J'ai interviewé 20 journalistes de guerre, ils m'ont tous dit la même chose. Nous, on peut pas penser à la mort. On pense aux vivants, qu'on va aller voir sur le terrain, puis on va les faire témoigner. Puis ils ont cette espèce de désir de témoigner eux-mêmes comme journalistes pour nous dire, si on n'en parle pas de ce qui se passe, les gens ne sauront pas. C'est notre mission d'aller là-bas. Donc, c'est exactement ça, c'est être pris par sa mission. Il peut pas partir avec le sentiment qu'il a peur de mourir parce qu'il ira pas, en fait. Donc, moi, je me disais toujours, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi qu'il retourne tout le temps dans des endroits comme ça? C'est pour ça que j'ai voulu écrire mon livre, parce que je voulais comprendre pourquoi des journalistes décidaient tant d'aller risquer leur vie. Mais quand j'ai écrit mon livre, puis que j'ai interviewé plein de journalistes, au fur et à mesure, je le faisais lire à Sylvain. OK? Puis là, sans s'en rendre compte, là, il me racontait plein d'affaires qu'il y avait. Ah, ben, moi aussi, j'ai vécu ça. Ah, ben, moi aussi, regarde. Ah, ben, j'étais là quand la mine a sauté pas loin. Toutes des choses qu'il m'avait jamais dites, mais qui finalement sont sorties en regardant, en lisant les témoignages des autres journalistes. C'est comme si ce livre-là avait permis un dialogue qui avait jamais eu lieu par rapport au risque, à la peur de la mort, par rapport à cette intensité avec laquelle il vivait son métier, qui faisait en sorte aussi que quand il revenait, il était encore tout pogné dans ses affaires, puis il faisait ses reportages, puis il était pas vraiment avec nous. Puis il y avait comme ce que j'appelle dans le livre un cadenas intérieur où il était pas capable de communiquer ce qu'il avait vécu, c'était trop élevé, OK? Donc ça, on n'en parlait jamais, tu sais. Fait que le livre a fait débloquer toutes ces choses-là, a fait en sorte qu'on a eu un dialogue qu'on n'avait jamais eu avant par rapport à ce qui s'était passé, en fait. Donc, peut-être que oui, ça a fait en sorte qu'on a laissé tomber les tabous, ou en tout cas le mur. Ça, c'est sûr. Il y a un passage aussi où tu nommes très clairement le fait que tu parlais pas justement de ces risques-là et de ces dangers-là. Notamment avec tes enfants, Camille, Maxime, allô? Allô? Il y a un passage que je trouvais vraiment intéressant où est-ce que tu dis « Nous jouions tous le jeu du mensonge, ton jeu destiné à nous épargner ». Pourquoi avoir joué le jeu du mensonge avec tes enfants? Parce que moi, je voulais les épargner, justement. Bon, dans un sens, Sylvain, mettons, quand il nous appelait, il nous disait « Tout va bien, inquiète-toi pas ». Il mentait. C'est pas vrai que tout allait bien. C'est pas vrai qu'il était pas dans des zones dangereuses. Moi, je me rappelle qu'il me disait toujours... Mais, tu sais, moi, j'étais un peu inquiète, puis je me rappelle qu'il me disait toujours « Oui, mais moi, où je suis, c'est pas dangereux. » Tu sais, moi, je suis pas... Tu sais, je sais que t'entends parler de l'Afghanistan, puis que c'est dangereux, mais moi, où je suis, là, c'est pas dangereux. Pas. Mon souvenir, c'est pas de me dire « Ah ouais, on peut pas parler de ça. » Mais c'était juste, je pense, c'était instinctif de comme... Pour nous protéger mutuellement, on parlait pas de ça. Puis c'était pas que c'était tabou, c'était juste... Je sais pas, c'était comme un instinct, je dirais, de survie, peut-être. Oui. Parce qu'on savait que dès qu'il était question qu'ils repartent, il y avait toujours une espèce de petite anxiété qui naissait, une petite chape de plomb qu'on sentait de « Oh, que ça s'en vient, il va partir », tout ça. Fait que si, entre ces épisodes-là, on grattait trop puis on posait trop de questions, on savait que nous-mêmes, d'une certaine façon, on s'exposait à encore plus d'anxiété la prochaine fois, tu sais. Puis, en même temps, il y avait comme une espèce de truc don't ask, don't tell, je sais pas, là, tu sais, comme ça va aller, il nous dit qui est correct, puis est-ce que tu prends des risques? Non, ok, donc je choisis de te croire. Ouais. Puis on savait que si on grattait trop, ben après ça, on le croirait peut-être plus la prochaine fois. T'sais. Puis, tu sais, ces temps-ci, je trouve qu'on est vraiment dans une ère de
par rapport à la parentalité, là, il faut un peu tout dire à nos enfants. Ouais. Il faut tout adresser à nos enfants. Ouais. Il faut le faire bien. Il faut pas leur mentir. Il faut les accompagner dans toute la gamme d'émotions qu'est la vie. Qu'ils puissent parler de tout. Qu'ils puissent parler de tout. On n'est vraiment pas dans le tabou émotif. Là. On est comme à l'inverse. Ouais. Alors que c'est un peu ça que vous avez vécu. Puis tu vois, ça nous a pas... Tabouisé pour épargner, cela dit. Tu sais, pour épargner. Puis avec notre lunette de parents aujourd'hui, en 2024... Ça serait comme inacceptable. C'est comme, ben voyons donc, vous savez pas, tu sais, Daniel t'a pas empêché à Camille puis à Maxime d'exprimer leurs questionnements. Puis je me suis jamais sentie comme ça. Puis finalement... Au final, ça vous a vraiment pas affecté négativement. Ça nous a même préservé. Je pense que ça nous a gardé dans cette bulle un peu protectrice. Je sais pas. On était un peu comme complices de ce déni-là. Puis c'était comme si ça nous allait parce qu'on voulait pas trop creuser ça. Ouais. Puis par rapport à ce que tu dis aujourd'hui, que tu sais, on veut tout dire à nos enfants, ben je veux pas faire un grand éditorial, mais paradoxalement, on dirait que nos enfants n'ont jamais été aussi anxieux dans ce moment. Absolument. À travers ce fantasme-là de tout dire, il y a une réalité, c'est que tout ne peut être encerclé et parce que, finalement, aucun humain, sous prétexte de transparence, aucun humain n'est une passoire comme ça, pleine de trous soumise à tout vent. Il se déconstruirait continuellement, il se défrait continuellement. Et les sociétés aussi, ça prend des armatures, ça prend des choses qui indiquent, voici, c'est ça la limitation, ceci, la marge que tu as, la limite au-delà de laquelle on ne passe pas. Quand on regarde l'origine ou le noyau du tabou, c'est très intéressant parce que ça nous donne des clés pour comprendre la nécessité du tabou. Ouais. Ça porte d'abord sur ce qui est considéré sacré. Le sacré, c'est ce qui a atteint une valeur suprême. Ça peut être des lieux, ça peut être des personnages. On a le droit de l'approcher avec des réserves, avec un code, avec une forme de ritualisation, bref, avec des précautions. Donc, un tabou, c'est à la fois des choses qui nous attirent, mais qui sont inaccessibles. Exemple, de savoir que nos deux parents se sont réunis sexuellement, puis bon, mais t'es pas obligé de savoir comment ça s'est fait. Et donc, il y a du mystère qui reste à jamais insondable. Si on le préserve, c'est parce qu'on admet qu'il y a une force, une puissance qui émane de lui. Si on s'en approche, c'est parce que fantasmatiquement, on s'imagine que de s'en approcher va nous permettre ça va nous octroyer une partie de sa force. Tu sais, c'est les gens qui vont toucher les vedettes. Tu sais, d'être proche de lui, tu as l'impression que ça donne une puissance supplémentaire à toi-même. Le deuxième ordre de tabou, c'est-à-dire l'interdit d'approcher, porte sur ce qui est inquiétant, dangereux potentiellement, impur ou polluant comme tel. Dans ce cas-là, on ne protège plus l'objet, mais on s'en protège. On se protège en l'évitant, par exemple. Ouais. On se protège de la force maléfique qui pourrait être dégagée de ce tabou-là comme tel. Par exemple, le tabou du corps mort. Un corps mort, ça se protège, on met des linceuls autour, on le ménage, pour toutes sortes de raisons, on ne rentrera pas là-dedans. Mais c'est quelque chose, si on fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se dégage, qui est de l'ordre de l'insondable, du mystérieux, puis aussi très précisément de l'épeurant. Pourquoi? Parce que dans le cas du cadavre ou du corps, on se rend bien compte que notre personnalité, notre individualité, notre intégrité physique se défait. On se rend compte chose qu'on est peu de choses. Hein? Complètement, mon Dieu. Oui. Bon. On dit toujours en blague, il y a deux choses dans la vie, là, l'impôt et la mort. S'il y a une chose qui est sûre, là, c'est que tu vas mourir. Il n'y a pas rien de plus normal que ça. Elle, c'est René-Anne Blais. Sur les internets, pour définir son métier, on trouve des termes comme doula de la mort, doula de fin de vie, tanadoula. Sur son site à elle définit son rôle comme une consultante et accompagnatrice aidant les personnes en fin de vie et leurs familles à vivre des transitions empreintes de sens, de connexion et de sérénité. En gros, ce passage-là mystérieux, énigmatique, parfois même épeurant, que peut être la mort, c'est l'univers de René-Anne. Elle a les deux pieds dedans, tous les jours. De faire comme si ça n'existait pas, c'est violent parce que tu n'y as pas pensé. Puis là,
ça arrive, puis t'es surpris, puis tu n'y es pas préparé. Fait que de vivre avec la notion que t'es pas permanent, c'est un grand cadeau. Ouais. Parce que tu feras pas les choses de la même façon. L'Institut qui m'a donné mon cours, là, c'est le Conscious Dying Institute. Ils ont une expérience de 25 ans là, dans ce domaine-là. C'était vraiment une formation de qualité avec beaucoup de littérature à lire. Puis j'ai adoré ma formation. Ils sont venus à Ottawa offrir le cours où on abordait toutes les étapes relatives à la mort, premièrement, où on travaillait notre capacité émotive à être avec des émotions difficiles par toutes sortes d'ateliers. Puis notre connaissance relative à la mort, puis le milieu hospitalier, puis les étapes. Mais aussi le post-mortem, donc c'est-à-dire comment on lave le corps, comment on en prend soin, comment on ritualise ces moments-là, puis les bénéfices sur la famille de ces moments-là. OK. Le service que une accompagnante, une consultante en fin de vie va offrir, ça va être auprès des familles, donc ça va être les familles qui vont les engager. OK. Fait que toi, tu peux me trouver, parce que c'est du bouche-oreille, c'est les maisons de retraite où j'ai comme un petit réseau. Ça va être mon site Internet, ça va être différentes façons de retrouver une accompagnante en fin de vie. Mais ça veut dire que là, la famille t'appelle, OK? Ouais. Puis là, ils disent, René-Anne, mon proche va mourir, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que c'est ça? Ou ils disent, on a besoin d'aide émotivement parlant? Oui, on aimerait ça C'est-tu- que tu nous offres un support, on aimerait ça que tu sois là pour offrir une présence quand on ne peut pas être là auprès de notre mourant. Donc, OK. si tu veux veiller la personne, si tu veux qu'il y ait quelqu'un là tout le temps, ça peut être mon rôle. Et donc, ou d'être là en même temps que la famille, parce que, il y a plein de choses qui se passent quand quelqu'un est en train de mourir qui sont épeurantes. Mhm. Fait que d'avoir quelque chose, qui peuvent être épeurantes si tu le connais pas. Ouais. Tandis que si tu as quelqu'un qui est là pour te rassurer puis pour normaliser les étapes, c'est aidant. Fait que c'est ça qu'ils viennent chercher, je pense, les gens. Puis après ça, comment vous vous dites au revoir? Ça doit être quelque chose, le lien que tu dois... en tout cas, je sais pas, là, je fais de la projection, mais j'imagine qu'il y a une familiarité ou une proximité qui se crée comme c'est des événements tellement... J'ai plusieurs rituels à faire avec la famille, puis le défunt, suite à la mort. Donc, on va rester ensemble, on va appeler les ancêtres, on va... Puis ça dépend quelle communauté je vais suivre puis aider, parce qu'il y a des gens qui ont leur propre rituel puis qui sont très religieux puis qui vont faire les choses qui sont dans leur communauté faites. Mais sinon, moi, j'apporte un lien avec d'où on arrive, d'où on vient, qui est là, puis de la communauté qui est autour du lit, de se tenir la main, de s'offrir une présence rassurante, puis... Ouais. Et tu les suis jusqu'au salon funéraire après? Est-ce que ça dépend. Ça dépend OK. du besoin des familles. OK. Ouais. C'est hallucinant. Je trouve ça fou que ça existe. Puis je trouve que c'est une belle... c'est un super beau métier! Oui. Alors, je vais te montrer une question. J'aimerais ça que tu la lises à voix haute et que tu y répondes le plus franchement possible. OK? Penses-tu souvent à la mort? Penses-tu souvent à la mort? Pas vraiment, non. De plus en plus dernièrement. Penses-tu souvent à la mort? Je sais pas si on parle de la mienne ou de celle des autres ou en général. Je vais dire que non. Oui, ces temps-ci, oui, j'y pense souvent parce que ma maman est décédée il y a pas longtemps. Je pense à la mort de mes enfants. Je pense à... C'est pas juste pas les morts physiques, mais les morts, les fins. Je pense souvent à ça, les fins de choses, puis j'aime les renaissances. Fait que... Puis je me questionne ces temps-ci sur ça me fait-tu peur? J'ai-tu peur de ça? Mais ouais. On s'en va justement où mon frère a demandé l'aide à mourir. OK. Lui, avec sa situation, il nous fait réfléchir drôlement sur le fait qu'on s'en va tous vers ça. Non, j'y pense pas très souvent.
Parce que, il y a probablement un peu de peur puis de déni, mais sincèrement, là, ce qui me vient plus spontanément, c'est parce que je pense beaucoup à la vie. De concevoir la mort comme la fin de l'existence, c'est très, très dur pour tout le monde. C'est pour ça qu'un des leurs actuels, par les détabouiseurs de la mort, c'est de penser qu'on va accepter la mort et essayer de nous craquer ça. Tu vas accepter la mort. La mort elle-même, tout le long de notre vie, c'est quelque chose qui demeure intolérable. Tu sais, moi, je dis toujours, physiquement, on est fait pour mourir. C'est la loi du vivant. C'est ça, la loi du vivant. Tout ce qui est vivant est promu à la mort parce que la mort de tout ce qui est vivant contribue à la régénérescence du vivant, à une forme de continuité de la vie. Ça, c'est parfait, c'est une très, très bonne rationalisation. C'est très aidant. Mais psychiquement, on n'est pas fait pour mourir. On se rebiffe, on veut pas, on veut rien savoir. Donc, d'accepter, il ne s'agit pas d'accepter la mort, il s'agit d'accepter que psychiquement, on résiste des cas de fer. Mm-hmm. Une fois qu'on s'est dit ça, on n'accusera plus les autres de tabou, puis d'avoir des problèmes avec la mort. Les gens qui meurent, ils nous disent ce qu'ils ressentent. Il ne s'agit pas de vouloir absolument leur soutirer « Ah, je suis en train de mourir ». Ça n'existe que très rarement. Donc, les gens qui meurent, ils ne te le diront pas de but en blanc comme ça. Ce qui fait qu'il faut être extrêmement prudent. Et moi, je suis comme clinicienne depuis 45 ans que j'observe des milieux cliniques. Je suis toujours quelqu'un qui va me dire « Ben là, il n'a pas parlé de la mort, il est dans le déni ». Quel court-circuit mental horrible parce que ça isole le mourant des autres parce qu'on vient de lui mettre un diagnostic qui est faux, en plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté. Parce que les gens qui vont mourir, comme les gens qui vivent, ils vont parler de la mort de toutes sortes de façons. Parler de la douleur, c'est parler de la mort. Les gens vont en parler de façon métaphorique. Moi, ce vers quoi je vais, c'est pas mal plus grand que ce que je pensais. As-tu entendu le mot mort là-dedans? Non. Tu sais, quand on va dire, peux-tu être soulagé, puis une fois pour toutes. Une fois pour toutes, ça veut dire la mort. Ça peut être des façons plus euphémisées aussi, quoi, plus techniques. Il est décédé. Bon, on utilise ça parce que ça atténue un peu le choc de la réalité comme telle. Mais on parle de la mort à ce moment-là. On parle de toutes sortes de façons de la mort. Et ce qui m'apparaît important, c'est d'écouter les gens, la manière dont ils en parlent, avant de vouloir absolument pousser notre c'est pas une hypothèse, notre vérité à nous autres sur la mort, comme quoi, ben oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Le monde autour de la mort, autant avant, pendant, puis après, est plein d'injonctions de monde qui sont censés savoir comment... Les autres, ils savent, là. C'est quoi qui est bon, puis ils te font des poncifs à n'en plus finir, etc. Donc, c'est d'entendre... Vu que la mort est quelque chose de si vaste et d'aussi riche, ben je regrette les modes d'expression en regard de la mort sont aussi multiples. Et je pense que de leur dire « j'entends », de leur manifester « j'entends », puis ça se manifeste par des gestes, un toucher, un regard, une façon d'être attentif à l'autre, d'être présent. C'est être présent, parfois dans le silence, parfois, tu sais, je regarde, moi, des gens que j'ai vus mourir et je savais qu'il allait mourir, puis il savait. Puis, à un moment donné, j'ai eu comme... Je pas pleurer à chaudes larmes, là, juste les yeux mouillés. L'autre a les yeux mouillés. Puis là, ben, l'autre est couché, puis là, tu te serres. C'est tout. Là, tout a été manifesté. Tu n'as pas besoin de dire « je suis triste parce que tu t'en vas vers je ne sais quoi ». C'est pour ça que je me dis, soyons extrêmement prudents dans nos diagnostics et aussi dans notre bonne volonté qui fait en sorte qu'on veut trop en faire. On veut trop en dire. Puis on a des images d'Épinal qui sont aussi des prénotions, des préjugés sur ce que c'est que de mourir en paix. C'est des morts cinématographiques. C'est vrai, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça existe, mais dans la réalité, c'est tout à fait autre. Si on m'entend dire là, c'est vrai, t'as raison, c'est parce que ça pourrait être de moi qu'elle parle. Parce que, ouais, le décalage entre ce que j'avais imaginé de ce que serait la mort de mon père versus ce qui s'est passé dans la réalité. Sa mort, ça n'a pas été celle que je nous avais espérée. Oui, j'en ai même fait un passage dans mon spectacle solo. Je veux dire celle que j'avais imaginée, là, dans ma petite cervelle d'oiseau de scénario débile en tout genre. Ouais, de ces morts-là, là, qu'on aime à se raconter. Toi, moi, nous, les films, tout ça. La paix
l'hôpital. L'enfant qui arrive au chevet, essoufflé. L'émotion qui prend la chambre d'assaut. Les gens émus. Les paroles qui se libèrent. Des choses jamais dites. Des phrases comme « Mais je t'avais tout compris. Inutile de... Je t'aime. Il t'aime. Nous nous aimons. » Et des demandes de pardon. Et de la guenille blanche bien humide qu'on applique sur le front du proche malade, qui mieux. Le pouls qui ralentit, le monde qui retient son souffle, qui le regarde partir tout doucement. Non. Ça n'a pas été ça, pas un tout, non. Puis ça a été une sacrée claque. En même temps, en toute honnêteté, des années plus tard, j'ai réalisé que si la mort de mon père avait pas été aussi bouleversante, déstabilisante puis dérangeante, je pense que je me serais jamais confrontée à ce sujet-là, à ce point-là, mettons. Ça me serait pas venu de me dire « Je pense que c'est important, là, la gang, qu'on parle de la mort. » En 2021, quand j'ai présenté mon show pour la première fois au théâtre La Licorne, j'avais écrit dans le programme « À toi, mon père, mon héros des héros. J'aime me faire croire que tu savais tout ça déjà en nous quittant. Ça me fait capoter. Je t'aime. Tu me manques. » On associe, j'ai l'impression, le mot tabou à l'acceptation. C'est comme on l'accepte pas, donc ça reste tabou. Donc ça c'est un autre leurre. Tout à Alors, fait. ça, Au là, contraire, si tu dis « je l'accepte pas », je regarde ce que c'est, ça veut dire que je l'ai affronté. Quand tu regardes comment ça te fait de violence, c'est parce que c'est pas tabou. Tu peux très bien te dire, ça reste un tabou parce que ça reste un mystère. Moi, je commencerai pas à vouloir pousser sur le mystère. Je vais essayer de pousser sur moi ce que je suis capable de faire pour améliorer la vie, améliorer le rapport au vivant, etc. ton tangible. Sur le tangible, l'organisation sociale, ta vie personnelle, etc. Parce que ça, c'est un autre tabou qu'il faut pas que tu souffres. L'idéologie qui est prégnante dans nos sociétés depuis le milieu du 20e siècle, c'est que toute épreuve doit pas être une épreuve. Dans le fond, il faut que ce soit, comme je disais, aller à la guerre comme en chantant. Toute épreuve doit être joyeuse et tripante. Mais ça ne marche pas, c'est un contresens. Ou c'est encore de nous dire, toute souffrance est nécessairement intolérable. C'est pas vrai. Il y a des souffrances intolérables, il y a des douleurs intolérables, mais c'est pas parce que tu as une souffrance qu'il n'y a pas là un défi. Un défi pour l'affronter, pour essayer de comprendre mais pourquoi ça fait si mal. Et en trouvant des formes de réconfort qui sont le chant, la musique, la poésie, la philosophie, etc., on ne se rend pas compte de comment ça contribue au deuil des gens qui souffrent, parce que de situer son deuil dans quelque chose de plus grand que juste sa peine, indirectement, ça contribue à ce que tu le traverses mieux. Devrait-on rompre le silence qui entoure la mort ? De fait, à une époque où on a l'impression que tout peut se dire, la mort reste tabou, en tout cas dans notre culture. C'est un petit matin, entre Noël et Jour de l'An, je fais un casse-tête, café à la main. Et j'entends ça à l'émission Jusqu'ici, tout va bien, diffusée sur France Inter, chaîne de radio française. La mort, il reste la bureaucratie. Maya, aujourd'hui, tu reçois Sarah Dumont. Bonjour Sarah Dumont. Bonjour. Alors, vous êtes fondatrice de happyend.life, site compagnon pour mieux vivre la mort et le deuil, et créatrice des apéros de la mort. Je me rappelais avoir entendu parler de ça, les apéros de la mort. Je savais pas si ça existait toujours. Fait que j'ai lâché le casse-tête pour aller me promener sur le site happyend.life. Un site qui regorge d'informations, de références, d'aides pour quiconque s'intéresse à la mort et ou traverse un deuil. Ça m'a donné l'envie d'aller à la rencontre de Sarah Dumont, savoir ce qui l'avait motivée à plonger dans l'univers de la mort puis du deuil. Et c'est vrai que, voilà, on leur a dit, nous, on veut pas aller dans un cimetière, on ne veut pas aller dans un crématorium, on veut aller dans un endroit qui ne ressemble pas à des lieux dédiés à la mort. La chance qu'on a eue, c'est d'être entendus, que ces personnes se sont mis en quête de ce qu'il nous fallait. J'ai eu le sentiment de ne pas le trahir dans ce qu'il était. Et j'ai réalisé, en fait, que c'était un vrai cadeau à se faire que de faire comme on se sent, en fait, de vraiment se sentir libre. Et dans mon entourage, après, on me disait, mais tu sais, moi, je ne savais pas qu'on avait le droit de faire des choses comme ça. Et à partir de là, moi, j'étais journaliste, société, psycho, et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, que les gens sachent pas
ces informations qui sont si importantes. On ne peut pas passer à côté de ce moment qui est pour moi clé c'est la première pierre sur son chemin de deuil. Et donc, j'ai eu envie d'informer sur cette thématique spécifiquement. Et c'est comme ça qu'est né Happy End Life, le site dédié à la mort et au deuil. Le projet d'Happy End, après, il s'est élargi, mais l'idée, c'était quand même de libérer la parole sur la mort. Et je me disais, si tu veux libérer la parole, en fait, les communications ne peuvent pas que se faire par écran interposé. Et donc, j'ai acheté le livre Café mortel de Bernard Crétaz, qui est un sociologue anthropologue suisse, qui a créé les premiers cafés mortels. Et avec l'envie de justement créer ces temps de parole. Ça fait 5 ans maintenant qu'on en organise à Paris. Nos apéros de la mort sont systématiquement co-organisés par un binôme dont un des membres est formé à l'accompagnement du deuil. Et on est présent aujourd'hui dans 34 villes de France. On est d'ailleurs aussi présent au Québec, on est présent en Guadeloupe. Enfin, on est en train de faire grandir ce mouvement d'ambassadeurs. Tout mortel, désireux de parler de la mort peut venir, en fait. Donc, on a des personnes qui viennent, par exemple des jeunes qui ont 20 ans et qui viennent en nous disant, en fait, moi, dans ma famille, on ne parle jamais de la mort. Quand il y a des obsèques, on enterre nos proches, mais après, c'est silence radio, plus personne n'en parle de défunts. Et j'en souffre. Ou alors, il y a des personnes par exemple, qui vont être complètement tétanisées, qui ont peur, qui sont totalement angoissées, flippées de la mort. Ou alors, je me souviens d'une jeune fille qui était très touchante et qui me disait « Je viens parce que ma grand-mère va mourir, j'ai très, 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 très peur et je voudrais entendre d'autres personnes qui ont perdu un proche elle avait besoin de se rassurer sur le fait qu'elle allait s'en sortir, qu'elle allait réussir à surmonter ce chagrin. » Voilà. Et on a évidemment beaucoup de personnes qui ont perdu un proche et qui trouvent que le silence qui entoure ensuite leur défunt, en fait, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de leur mort, ils n'ont plus le droit de parler de leur mort, parce que sinon on va leur dire je comprends pas, ça fait 6 mois que ton mari est mort, il faudrait peut-être que tu passes à autre chose. Enfin voilà, des choses comme ça. Et en fait, ils viennent aux apéros de la mort juste pour pouvoir en parler et trouver des oreilles attentives pour pouvoir évoquer leur défunt avec d'autres. Après avoir donné des règles de bienséance et de libre parole, le cercle est ouvert. Celui qui a envie de parler prend la parole. Et puis finalement, les animateurs interviennent que très peu. Les gens rebondissent naturellement. Et en fait, ce sont les participants qui font le moment. Et donc, aucun apéro ne se ressemble. On n'est pas là pour donner des conseils. On va partager des noms de livres, de podcasts, d'associations. Mais ça s'arrête là, en fait. On n'est pas, en tout cas, il n'y a pas de sachant dans un apéro de la mort. On est tous au même niveau et on a tous, en fait, à apprendre des expériences des uns et des autres. Parfois, des endeuillés aimeraient être que entre endeuillés. Mais moi, je trouve que c'est intéressant, finalement, de faire venir tout type de profil parce que je trouve que c'est intéressant aussi pour des personnes qui n'ont jamais vécu de deuil, parce qu'il y en a, il y a des chanceux qui n'ont jamais vécu de deuil. Et en fait, je trouve que c'est important qu'ils écoutent des personnes qui ont perdu des proches pour comprendre. Et en fait, pour les, entre guillemets, sensibiliser, éduquer à ce que c'est que d'accompagner quelqu'un, en tout cas d'avoir une bonne posture et d'avoir moins peur, finalement, que d'écouter le chagrin, la douleur, s'enfuir, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le mélange. C'est enrichissant que de faire la place à cette étape de vie dans nos vies, dans nos existences. C'est aussi ce qui nous fait mesurer, je pense, la préciosité de la vie, ce qui nous fait lever peut-être un peu plus consciemment le matin en nous disant « mais finalement, est-ce que je suis heureuse aujourd'hui ? Est-ce que c'est la vie que j'ai envie de mener ?» Parce qu'elle peut être très courte. Je suis très admirative aussi des forces qu'on a en nous, de résilience, des ressources qu'on a en nous quand on doit faire face au pire. Et j'ai effectivement envie que ça soit un sujet plus facilement abordable, que ce soit avec des enfants, des adultes, voilà, qu'on puisse s'y intéresser plus naturellement de son vivant. Pour info, il y a maintenant des apéros de la mort organisés un peu partout dans le Québec. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site happyend.life, vous allez y trouver toutes les infos. Quand on se rend compte qu'on est mortel, qu'est-ce que les humains font? Ils créent. Ils procréent, ils font des enfants, ils font des œuvres de tout genre, ils développent des styles de vie, ils développent des philosophies, ils développent des croyances. C'est la forme la plus extraordinaire de refus de la mort parce que les êtres humains ont eu le génie de composer avec les effets de la mort sur eux-mêmes et c'est ça qui a créé la culture. Le fait que des êtres humains sont capables de créer, d'imaginer, de réfléchir, de partir sur toutes sortes de systèmes de croyances, c'est parce que la mort existe et parce qu'ils sont conscients de la mort. Et donc, parce que la mort, à ce niveau-là, l'aspect
épeurant de la mort a été pris à bras-le-corps. On l'a affronté, on a regardé ça sur quoi on butait, puis on se disait, ben écoute, attends une minute, là, je me déprimerai pas pour ça, je vais essayer de faire quelque chose de ma vie. C'est sûr que il faut se nourrir de ce que nos devanciers nous ont appris. Moi, je pense que ça, c'est fondamental. De toute façon, on fait partie d'une chaîne humaine. T'es pas un électron libre qui est parti comme ça, ploum. Fait que là, je vais me mettre en haut. Non, c'est parfait. Allô? Puis là, si on parle fort... Allô? Il m'a dit qu'il fallait pas... Non, jamais parler comme ça, là. Oh, mon Dieu! C'est moi qui ai le pied... Je suis en train de tranquille. Bon. Fait que là, on va vivre ça. Je vais éteindre ça pour pas que ça nous dérange, là. Alors, on va essayer... Première question. Première question. Une reine de technologie, je suis, comme vous pouvez le constater. Annick Lemay, bonjour. Bonjour, Marie-Ève Perron. Bonjour, Marie-Ève Perron. On s'est rencontrés il y a quelques années sur un plateau de tournage où on s'échangeait la réplique. Puis ça a été, je peux dire ça, une adoption mutuelle quasi instantanée. À cette époque-là, je connaissais Annick comme actrice, mais aussi comme autrice. En 2018, alors qu'elle avait 47 ans, après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein, Annick a plongé dans les traitements de chimio, de radiothérapie, de tout ce qu'on fait pour éradiquer le cancer. Et c'est une expérience qu'elle a partagée d'abord dans des chroniques qui ont été publiées chez Urbania, chroniques qui sont ensuite devenues un livre, Le gouffre lumineux. En fait, je cherchais à la base à avoir un contrôle sur quelque chose parce que j'avais perdu le contrôle sur tout. J'avais plus de contrôle sur rien. Puis, je savais que je faisais un théâtre d'été cette année-là, je tournais l'échappée. Ça allait se savoir, il fallait je scrape tous les contrats. J'ai fait, moi, je vais l'écrire, le communiqué. Je veux que ce soit moi qui l'écris. Je veux pas que ce soit quelqu'un en communication. Puis, Urbania a été formidable. J'ai rencontré Rosemée Couton-Témorin là, qui est devenue mon éditrice, en fait. Ils m'ont juste donné le mantra de Urbania, tu sais, rendre l'ordinaire extraordinaire. C'est pas plus ordinaire, c'est le cancer. Je veux dire, tout le monde le voit avec le petit cancer. Fait que je suis partie avec ça, rendre l'ordinaire de ce que je vis extraordinaire. OK, puis ça m'a amené à, OK, bien, je vais poser mes yeux à moi sur cet univers-là. Je vais le vivre, bien évidemment, mais je vais regarder ceux qui le peuplent aussi. Au lieu d'être sans plus le nombril, je vais m'ouvrir aux autres, tu sais. Fait que la première chronique, c'est ça. C'est vraiment d'annoncer que je suis malade, puis que peut-être après l'opération, je vais continuer à écrire. Peut-être pas, parce que j'avais comme laissé la porte ouverte. Peut-être que ça va être le seul papier que je vais écrire, puis ça va être ça. Dans ma tête, à moi, c'était ça. Puis finalement, en ayant cette ouverture-là vers l'autre, j'ai eu envie d'écrire la deuxième parce que j'ai pensé mourir la veille de mon opération. Fait que, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il pensait que j'en avais dans la colonne. Il pensait que si j'en avais dans la colonne, ben, c'était stade 4, puis que là, ben, il fallait mourir. Puis, ça a été un Twilight Zone, là, pendant genre 3 quarts d'heure. Ils m'ont installé dans une petite pièce. Puis là, je parlais plus. Fait que j'étais prostrée. C'est de la peur pure. De la peur pure. Là, quand elle m'a dit « je t'opère demain », je veux dire, je suis revenue à la vie d'un coup. Je riais, je pleurais, je criais, je sautais. J'étais complètement hystérique. J'étais toute... J'ai bu beaucoup trop de champagne ce soir. Regarde-moi, le lendemain, là, je vais aller me faire enlever mes seins. J'étais de même, youpi! Pour vrai, c'était vraiment le feeling que j'avais, là. Ah oui, comment, enlève-moi ça, que je commence à vivre, tu. Là, j'ai fait, faut que j'écrive ça. Je dirais pas que ça m'a donné une... Je dirais pas qu'écrire, ça m'a guéri, mais ça m'a donné un moteur, en fait. Ma fille a dit que j'ai beaucoup changé. Parce qu'avant, j'étais folle, j'étais tout le temps joke, tout le temps de bonne humeur. Je me levais toujours de bonne humeur. Tu sais, je pense que je peux compter sur une main les fois où je me suis réveillée de mauvaise humeur depuis que je suis née, là, tu sais. J'ai plus de naïveté par rapport à la vie et à... Je suis brute, j'ai plus de sac à bullshit, je suis sur le rough, tu sais, je suis vraiment sur le dry, là. C'est comme vraiment... tu sais, mes cancéreuses, je les appelle ma bande de cancéreuses. Mes cancéreuses, il y a tellement pas de bullshit, là. On n'est pas capable de se mentir, on n'est pas capable de se jouer une comédie. C'est vraiment... Puis c'est pas lourd du tout, là. Au contraire, c'est juste vrai. Je pense que c'est ça le meilleur accompagnement que tu peux faire avec quelqu'un de malade. C'est de sortir de tes bottines, rentre dans celle de l'autre. Rends-toi disponible. Un peu comme quand quelqu'un meurt. La plus belle affaire que tu peux faire, c'est d'être à côté, flatter,
écouter. C'est tout ce que tu peux faire. On pourrait comparer le tabou à la nuit. Dans la nuit, il y a l'inaperçu, l'imperceptible, des éléments qui nous échappent. Il y a exacerbation du sensible, un abandon obligé à l'invisible. Ce peut aussi être un moment refuge et ou un temps de respiration au vivre ensemble. En somme, nuit et tabou ne sont pas que peur ou angoisse. Mais on ne peut pas toujours être dans la nuit comme on ne peut pas toujours être dans le tabou. C'est l'alternance et le contraste entre le jour et la nuit, entre dire sans retenue et se garder une petite gêne qui crée l'équilibre. Si on ne voit pas dans le noir, on peut être aveuglé par le soleil ou écrasé par l'absence d'ombre. Concrètement, on peut accepter qu'une partie de quelque chose soit tabou en autant qu'il y ait de la clarté ailleurs. Extrait d'un texte de Luce Desaulniers. Chaleureux remerciements à Luce Desaulniers, Daniel Lorrain, Camille et Maxime Lorrain Desjardins, René-Anne Blais, Sarah Dumont, Annick Lemay, au Studio Edgar et à ma précieuse collaboratrice Laurence Régnier.